Tunisie, 22 avril 1943. À la pointe de la matinée, l'artillerie alliée commence à pilonner les défenses germano-italiennes de l'ultime bastion des forces de l'Axe en Afrique du Nord. L'objectif de l'opération est précis. Mettre fin rapidement et définitivement à la première campagne de l'alliance anglo-américaine de la Seconde Guerre mondiale. Un demi-million de soldats alliés se préparent à enfoncer une force italo-allemande de 300 000 hommes. Les batailles qui vont suivre vont se dérouler sur le relief accidenté et tourmenté des montagnes tunisiennes. Et dans les plaines étroites de son littoral. Cette offensive marque le point culminant de la campagne d'Afrique du Nord, qui se joue du canal de Suez à l'océan Atlantique. Elle va également mettre en scène deux chefs au tempérament très différents. La Tunisie va être en effet le théâtre du face-à-face entre le général britannique Harold Alexander et son adversaire, le général allemand Hans-Jürgen von Arnim. Deux hommes, deux soldats dont l'intelligence et le sens tactique vont être déterminants. Après l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, le président américain Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill se mettent d'accord sur un point. La défaite de l'Allemagne doit passer en priorité avant celle du Japon. Les états-majors américains et anglais se rencontrent alors pour décider de l'option stratégique à retenir pour atteindre cet objectif. Après de longues discussions, il ressort que la meilleure ligne de conduite est de débarrasser l'Afrique du Nord des forces de l'Axe avant de lancer l'invasion de l'Europe. Le général américain Dwight Eisenhower est placé à la tête de l'offensive anglo-américaine en Méditerranée, dont le nom de code est Opération Torche. Trois groupes d'assaut alliés doivent attaquer les ports français d'Afrique du Nord, obéissant au gouvernement de Vichy, Casablanca, Oran et Alger. Les troupes alliées devront ensuite progresser à travers le nord-ouest de l'Afrique en direction de la Tunisie, dernier bastion français d'Afrique du Nord. Les Alliés seront alors en mesure de prendre au piège les troupes du général Rommel qui combattent les Britanniques en Égypte. Les forces de l'opération Torche prennent la mer depuis l'Angleterre et les États-Unis. La date du débarquement a été fixée au 8 novembre 1942. Et c'est à la date prévue que les forces d'invasion anglo-américaines débarquent à Casablanca, à Oran et à Alger. En 3 jours, la totalité des forces militaires et politiques obéissantes à Vichy est maîtrisée. L'armistice est signé une semaine après les premiers débarquements. Les Alliés progressent alors rapidement vers la Tunisie. Le Führer et le Duce, bien que surpris par cette attaque inattendue, décident de réagir immédiatement. Et les premiers contingents aéroportés italo-allemands sont envoyés sur Tunis et sur Bizerte dès le 9 novembre. La résistance grandissante des Italiens et des Allemands et le début d'un hiver rigoureux mènent temporairement la campagne de Tunisie vers l'impasse. Au printemps 1943, tout est en place pour une bataille décisive entre les troupes d'occupation de l'Axe et les Alliés. Pour Harold Alexander et Hans-Jürgen von Arnim, l'affrontement qui s'amorce va représenter un moment clé de leur carrière militaire. Né en 1891, Harold George Alexander est issu d'une lignée de l'aristocratie irlandaise du comté de Tyrone, dans l'Ulster. Il fait ses études à Harrow, dans l'une des écoles les plus réputées de Grande-Bretagne, où il est considéré en élève modèle.
Il rejoint ensuite Sandhurst, d'où il sort en 1911 et est nommé lieutenant dans le régiment des Irish Guards. Pendant la Première Guerre mondiale, Alexander sert avec son régiment sur le front français, où il partage avec ses hommes les dangers et la fatigue de la vie dans les tranchées. Par son courage et ses qualités de chef, il se distingue parmi ses pairs au cours des heures les plus sombres de la guerre. Il est blessé à 3 reprises. Décoré pour sa bravoure, il est détaché juste après l'armistice auprès de l'armée nationale lettonne qui combat les bolcheviks. Après la guerre, il sert dans l'armée britannique aux Indes et promu général, il y commande une brigade entre 1937 et 1938. Commandant une division d'infanterie sur le front français en 1940, Alexander est mis en mai à la tête du premier corps d'armée avec lequel il participe à la défense du camp retranché de Dunkerque. Il contribue à l'évacuation de plus de 300 000 soldats français et britanniques par les plages de Dunkerque et s'embarque avec le tout dernier contingent. En mars 1942, Alexander prend le commandement du corps expéditionnaire britannique en Birmanie, qui est dans une situation critique, et il échappe de justesse à l'encerclement de Rangoon par les Japonais. En août 1942, le Premier ministre britannique Winston Churchill le choisit pour assurer le commandement en chef des troupes du Moyen-Orient et place dans le même temps le général Montgomery à la tête de la 8e armée qui vient de subir une série d'échecs. Après être parvenu avec El Alamein à repousser Rommel hors de Libye, Alexander devient en février 1943 l'adjoint du général Eisenhower. Son expérience du combat, à laquelle s'ajoute son style fait de courtoisie et d'affabilité, lui permettent de communiquer facilement à tous les grades de la hiérarchie. Son charme et ses qualités de diplomate font en outre de lui l'homme de choix pour commander des forces armées de nationalités différentes. Mais par-dessus tout, ce sont les rapports excellents qu'il entretient avec Eisenhower qui sont essentiels à la mise en place d'une stratégie adéquate pour vaincre von Arnim. Né en 1889, Jürgen von Arnim est lui aussi issu d'une vieille famille aristocratique. En 1907, il est nommé sous-lieutenant dans l'un des régiments de la garde à pied prussienne. En août 1914, son régiment est l'un des premiers à partir pour le front. Le courage et l'exemple dont il fait preuve tout au long de la Grande Guerre lui valent d'être placé à la tête d'un bataillon de la garde au milieu de l'année 1916. Pendant la dernière année de la guerre, nommé capitaine puis major, il sert dans une unité de chasseurs en position dans les Alpes italiennes. Après la guerre, il sert à l'état-major de Cassel, puis est affecté au ministère de la guerre à Berlin en 1925. Il s'y montre aussi à l'aise qu'avec ses soldats et gravit régulièrement les échelons de la hiérarchie. En octobre 1940, il est nommé à la tête de la 17e Panzer Division. Von Arnim engage sa division dans la première phase de l'invasion de l'Union soviétique qui commence le 22 juin 1941. Mais au bout de 4 jours d'offensive, il est gravement blessé au cours d'une contre-attaque surprise des Russes. Remis de ses blessures, il reprend le commandement de la 17e Panzer Division, puis celui d'un Panzerkorps sur le front de l'Est. En décembre 1942, il est placé à la tête de la 4e Panzerarmée en Tunisie, avant d'être nommé en mars 1943 au commandement du groupe d'armées d'Afrique, ce qui équivaut au commandement des troupes de l'axe italo-allemand. Contrairement à Alexander, von Arnim est un personnage secret et tourné vers lui-même, qui s'emporte facilement. Il n'est pas en bon terme avec Erwin Rommel, commandant comme lui en Tunisie, mais avec lequel il coopère difficilement, car il lui reproche de s'être laissé séduire par la machine de propagande nazie. Von Arnim entretient également des relations tendues avec le Feldmaréchal Albert Kesselring, commandant allemand des opérations sur le théâtre méditerranéen. Toutefois, lorsqu'il prendra un peu plus tard la tête du groupe d'armées d'Afrique,
Von Arnim est déterminé à faire payer cher aux Alliés chaque mètre de leur progression en Tunisie. En avril 1943, tandis que les forces de l'Axe sont contenues dans le nord-ouest de la Tunisie, Von Arnim et Alexander réalisent que la bataille finale est sur le point de commencer en Afrique du Nord. Bien qu'il semble disposer de ressources humaines et matérielles plus importantes que son adversaire, Alexander reste prudent. Mais de son côté, Von Arnim dispose de soldats plus résistants et endurcis au combat, et d'un terrain qui favorise les défenseurs. Chaque général va s'efforcer maintenant de faire pencher la balance de son côté. Parmi les avions de l'Axe déployés en Tunisie dans le sillage de l'opération Torche se trouve le ME-323 Gigant, le plus grand avion transporteur de la Seconde Guerre mondiale. Utilisant les ports de Bizerte et de Tunis, les forces de l'Axe font également parvenir par voie maritime des renforts d'hommes et de ravitaillement. Les Alliés utilisent principalement le port d'Alger, mais plus ils progressent vers l'Est, plus leur ligne d'approvisionnement s'allonge. Leur avancée initiale sur la Tunisie est marquée par une série d'affrontements avec les forces de l'Axe fraîchement arrivées. Malgré cela, les troupes alliées parviennent à 30 km de Tunis. Mais la résistance de l'Axe est tellement acharnée que les Anglo-Américains doivent faire marche arrière. Le début de l'hiver tunisien entrave les mouvements dans les deux camps et accroît les problèmes d'approvisionnement, surtout pour les Alliés. En outre, la flotte aérienne alliée, qui utilise principalement des pistes en herbe, est gênée par la boue. Les avions de l'Axe, qui utilisent, eux, avec l'autorisation du gouvernement de Vichy, les anciennes bases aériennes françaises en Tunisie, disposent de pistes cimentées qui leur permettent de maintenir leur supériorité aérienne durant la plus grande partie de l'hiver. Telle est la situation lorsqu'en février 1943, Alexander prend le commandement des forces alliées terrestres. De plus, ces troupes qui occupent une ligne de front étendue avec relativement peu d'hommes ne sont pas en mesure de lancer une offensive généralisée. La ligne de front s'étend le long de la crête montagneuse de la dorsale orientale. Un corps britannique tient le nord, un contingent de Français libres le centre et les Américains sont au sud. La 8e armée de Montgomery progresse vers la Tunisie depuis l'est. Les forces de l'Axe sont composées, elles, de deux armées. La 5e Panzerarmee de Von Arnim au nord et une partie de l'Afrika Korps de Rommel au sud. Dans l'ouest de la Tunisie, les forces alliées sont composées de la 1re armée du général anglais Kenneth Anderson. La tâche d'Alexander consiste à coordonner les opérations de la 1re et de la 8e armée. Son commandement reçoit le nom de 18e groupe d'armée. Du côté de l'Axe, Rommel est convaincu qu'il doit tirer parti du déploiement en ligne étroite de la 1re armée britannique, en coupant sa communication avec Alger. Il prévoit ensuite d'attaquer la 8e armée de Montgomery, qui progresse prudemment depuis l'Est. Von Arnim, lui, opte pour une stratégie plus défensive, mais on parvient à le persuader de prendre part à l'attaque de la 1re armée, prévue pour le 14 février. L'offensive prend les Alliés au dépourvu, en particulier les Américains, peu expérimentés. C'est dans la plus grande confusion qu'ils sont repoussés par Rommel jusqu'au col de Kasserine. Le renard du désert capture des centaines de soldats alliés et semble sur le point de réaliser une percée décisive. Mais Von Arnim ne coopère pas avec lui, ayant mal évalué ses intentions et ne poussant pas à fond ses attaques comme Rommel l'avait espéré. L'un et l'autre sont forcés de se replier. Rommel est malade. Il quitte l'Afrique du Nord pour l'Allemagne et n'y reviendra jamais. Un nouveau commandement de l'Axe est formé, le groupe d'armées d'Afrique, composé des 1re et 5e armées italo-allemandes, et c'est Von Arnim qui est chargé de le diriger. Admettant que les forces alliées qui lui font face sont de plus en plus puissantes, le 18e groupe d'armée américano-britannique d'Alexander a été complètement remanié, Von Arnim décide qu'il est temps de passer à la défensive. Plus de 600 000 hommes se font face. Après la bataille de Kasserine, Alexander se rend compte que la 1re armée britannique du général Anderson
n'est pas encore prête à lancer une offensive majeure sur les forces de l'Axe. Il encourage donc Montgomery et ses vétérans du désert de la 8e armée à frapper un coup décisif depuis l'Est, où ils ont pourchassé l'Afrika Korps de Rommel depuis El Alamein. À la mi-février, Montgomery repousse une attaque de l'Axe à Médénine, avant de se trouver face à la formidable ligne de Mareth aux mains de l'ennemi. Au début du mois de mars 1943, les assauts frontaux de la 8e armée sur la ligne de Mareth sont une épreuve, même pour ses vétérans aguerris. Et ce n'est que lorsque Montgomery trouve un moyen de contourner les positions ennemies qu'il parvient à maîtriser la ligne fortifiée. Cependant, il n'arrive pas à s'emparer du gros des troupes de l'Axe, en particulier les unités de panzer allemandes qui s'échappent vers le nord. Au même moment, dans le sud, les Américains du 2e corps d'armée US, commandés alors par le général George Patton, réalisent une percée dans le sud-est de la Tunisie. La 8e armée britannique rejoint alors les Américains, refermant l'anneau autour de la garnison tunisienne de Von Arnim. Montgomery poursuit sa progression vers le nord le long de l'étroite zone côtière, jusqu'à ce qu'il se heurte à un nouveau système de défense massif des forces de l'Axe à Wadi Akarit. La 8e armée se lance à l'attaque début avril. Mais c'est encore avec beaucoup de difficultés et au prix de lourdes pertes qu'elle parvient à réaliser une percée. Mi-avril 1943, Roosevelt et Churchill pressent Eisenhower et Alexander d'en finir avec les forces de l'Axe en Tunisie, soulignant l'importance d'une victoire pour la première grande campagne de la nouvelle alliance. L'attention d'Hitler est alors presque entièrement concentrée sur les événements qui se déroulent sur le front de l'Est. Et il se contente d'ordonner à Von Arnim et à ses hommes de rester et de combattre jusqu'au dernier moment et jusqu'au dernier homme. Voyant que la progression de Montgomery se ralentit, Alexander révise ses plans en vue de l'assaut final sur Von Arnim. Il sait qu'il doit prendre en compte le terrain tunisien, un terrain difficile, en particulier pour ses chars. Le haut des collines présente des goulots naturels qui offrent aux défenseurs nombre d'avantages. Alexander sait aussi que les routes escarpées des collines fournissent à l'ennemi des positions idéales pour monter des embuscades et déjouer ainsi ses attaques. Pourtant, les forces du général anglais présentent théoriquement tous les atouts pour venir à bout du groupe d'armées d'Afrique du général Von Arnim. Alexander dispose de plus d'1 demi-million d'hommes, répartis en 19 divisions d'infanterie et de blindés, parfaitement équipés en hommes et en munitions. Von Arnim, lui, n'a que 300 000 soldats, constituant 15 divisions d'infanterie et de panzer, toutes en sous-effectif. Les forces alliées, très mobiles, disposent de 1200 chars, dont une majorité de Grants, avec leurs canons de 75 mm, rapides et précis, ainsi que le char léger de reconnaissance M3. Von Arnim n'a que 150 panzers. Mais parmi eux, le formidable Mark VI Tigre, qui fait ses débuts en Tunisie. Roulant à 40 km/h, il possède un canon de 88 mm d'une portée de 2 km. Alexander compte profiter de la supériorité aérienne qu'il possède désormais pour étrangler les routes d'approvisionnement de Von Arnim le long de la Méditerranée. La flotte aérienne alliée lance une offensive majeure contre les navires d'approvisionnement des forces de l'Axe et les avions de transport en route pour la Tunisie. Von Arnim souffrait déjà de problèmes de ravitaillement et de renfort. Ce nouvel assaut aérien ne fait qu'aggraver la situation. De plus, soutenu par des avions performants, comme le chasseur-bombardier Curtiss P-40 Kitty Hawk, les troupes terrestres d'Alexander peuvent compter sur l'intensité d'un soutien aérien rapproché. Von Arnim réalise au contraire qu'il ne peut plus espérer recevoir d'aide venant de l'extérieur.
Le plan d'Alexander, en code Opération Vulcain, prévoit que les Américains dans le nord s'emparent de la côte 609, puis de Bizerte. Au même moment, les Anglais doivent attaquer les défenses centrées sur la colline de Longstop, puis avancer pour prendre Tunis, soutenu sur la droite par une attaque française. La 8e armée doit, dans le sud, progresser vers Amphidaville. Dans ce plan, la ruse d'Alexander consiste à utiliser la 8e armée de Montgomery comme appât pour éloigner la réserve de Von Arnim des attaques principales à l'ouest. Mais son expérience a fait de Von Arnim un chef habile. Il compte exploiter au maximum les avantages qu'offre le relief escarpé de la Tunisie et ses obstacles naturels en matière de défense. Derrière cette barrière géographique, le général allemand compte utiliser ses chars et ses autres forces mobiles pour mener des contre-attaques rapides. Même si ses forces sont en sous-effectif, Von Arnim est confiant. Ses soldats endurcis au combat se battront avec ténacité pour augmenter leurs chances de victoire. Les troupes alliées et celles de l'Axe vont bientôt s'engager dans une bataille décisive. Leurs commandants savent tous deux que c'est la large expérience au combat de leurs hommes qui sera déterminante pour le succès ou l'échec du conflit à venir. La campagne de Tunisie est unique en son genre, car c'est la première fois au cours de la Seconde Guerre mondiale que les troupes anglaises et américaines se battent côte à côte. Les Américains sont arrivés en Afrique du Nord très sûrs d'eux, convaincus qu'ils viendraient rapidement à bout de leurs ennemis de l'Axe. Mais leur défaite à Kasserine les a fait réfléchir et leur a appris à respecter leurs adversaires. Le général Eisenhower charge le général George Patton de reprendre en main les troupes américaines. Patton se montre à la hauteur de sa tâche. Ses soldats dégagent bientôt le sud-ouest de la Tunisie. Lorsque Patton quitte l'Afrique du Nord pour préparer l'invasion de la Sicile, Eisenhower confie ses forces américaines remodelées au général Omar Bradley. Mi-avril 1943, les GI s'apprennent vite et ont regagné confiance en eux. Mais les Anglais, endurcis par 3 années de guerre, considèrent les Américains comme des nouveaux venus. Ils envient cependant la qualité et la quantité des armes, des équipements et des ressources de leur allié américain. Alors que la confiance mutuelle s'installe vite au sein de la première armée, la 8e armée de Montgomery montre quelques ressentiments. Les rats du désert ont forgé leur propre style. Endurcis par 3 années passées dans le désert, ils regardent de haut cette première armée inexpérimentée qui suit encore les consignes des manuels d'instruction. Les Français, déconcertés par l'opération Torche, sont devenus des alliés enthousiastes, bien décidés à restaurer la gloire perdue de leur pays. Ils disposent toutefois de peu d'armes récentes, et les Américains doivent céder une partie de leurs ressources pour que les Français deviennent une force de combat efficace. L'impasse de l'hiver 1942 joue un rôle important dans l'évolution des liens entre les troupes alliées. Elles ont partagé le froid, l'humidité et la boue, qui à bien des égards rappellent la vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. La venue du printemps et l'arrivée de nouvelles troupes qui renforcent la première armée confortent les soldats alliés dans le sentiment qu'une offensive majeure est imminente. Respecté de ses hommes, Alexander est un commandant très présent, au contraire d'autres officiers supérieurs, plus distants. Dans l'autre camp, Allemands et Italiens représentent eux aussi un ensemble d'expériences différentes, même s'ils combattent côte à côte depuis plus longtemps.
Les vétérans de l'Afrika Korps de von Arnim sont les homologues des rats du désert de la 8e armée britannique. Parmi les nouveaux arrivés en Afrique du Nord, on compte des troupes parachutistes de la division d'élite Hermann Göring, ainsi que nombre de vétérans de Norvège, de Hollande, des Balkans et de la Crète. D'autres ont gagné leur réputation de combattants au cours de premiers affrontements en Tunisie. Von Arnim possède également une division disciplinaire dont les soldats ne peuvent être absous qu'en se distinguant au combat. Beaucoup de soldats italiens sous les ordres de von Arnim sont eux aussi aguerris et déterminés. Leurs unités d'artillerie et leurs mitrailleuses sont d'une qualité exceptionnelle. Von Arnim sait qu'il a la chance d'avoir en proportion un plus grand nombre de soldats expérimentés, qui seront des adversaires coriaces pour les hommes moins aguerris d'Alexander. En tenant bon malgré les pertes essuyées, le stress et la fatigue causés par un harcèlement terrestre et aérien incessant, ces hommes ont réalisé des performances remarquables. Les Allemands en particulier ont montré à diverses occasions leur ténacité et leur capacité à contre-attaquer. La bataille finale pour la Tunisie est sur le point de commencer. Dans la soirée du vendredi 21 avril 1943, les troupes d'Alexander finissent de se préparer avant de rejoindre leur position pour une attaque massive des défenses de von Arnim. Les hommes du général allemand attendent sans bouger. Ils sentent que l'assaut n'est plus qu'une question d'heure. Le prudent et consciencieux Harold Alexander et le rusé et déterminé Hans von Arnim sont maintenant aux portes de l'ultime affrontement. À l'aube du jeudi 22 avril 1943, l'opération Vulcain du général Alexander est lancée. Le crescendo strident des tirs anéantit une grande partie des défenses d'avant-poste de von Arnim. Au point du jour, les nuages formés au loin par les explosions laissent présager du pire. Il semble au départ que l'offensive anglo-américaine, méticuleusement préparée par Alexander, ait écrasé les défenses italiennes et allemandes. Mais il n'en est rien. L'ennemi récupère vite et le rêve allié d'une percée rapide s'évanouit. Se heurtant à cette résistance inattendue, les forces anglo-américaines progressent lentement. Les contre-attaques de von Arnim avec ses chars, son infanterie et son artillerie tiennent en échec les assauts alliés. Ces forces restent inébranlables, en dépit d'un harcèlement continu de l'aviation, de l'artillerie lourde et des blindés d'Alexander. La chance tourne pour les soldats anglais et américains qui poursuivent l'attaque. En dépit de la supériorité aérienne alliée, la Luftwaffe riposte avec des attaques limitées, mais souvent dévastatrices. Au nord, les Américains commandés par le général Omar Bradley luttent pour protéger le flanc gauche de la première armée et la progression vers Bizerte. Durant 3 jours, ils s'acharnent sur les positions allemandes dans les austères régions vallonnées du nord. Mais l'ennemi ne bouge pas. Von Arnim a fait preuve de beaucoup d'habileté en déployant son artillerie, ses avions et ses défenses anti-chars. La progression américaine s'interrompt brusquement. Les pertes américaines augmentent rapidement.
Von Arnim ordonne alors à ses troupes de reculer vers une position de défense encore plus accidentée et mieux préparée. La côte 609, clé de la défense allemande dans le nord, est défendue par la terrible division disciplinaire 999, dont les hommes n'ont rien à perdre et tout à gagner en tenant leur position. Avec un tir continu et ciblé, les batteries d'artillerie d'Alexander commencent par affaiblir les défenses de la côte 609. Cela marque le début d'une lutte en va-et-vient désespérée, qui va durer 5 jours et 5 nuits. Le ciel s'embrase, éclairé par les éclairs de la bataille. Enfin, les Américains s'emparent de la côte 609. Mais les chars, l'artillerie et l'infanterie de Von Arnim contre-attaquent immédiatement, et les soldats alliés doivent lutter désespérément pour les tenir à distance. Au centre, la première armée britannique attaque la redoutable division Hermann Göring et l'Afrika Korps. Cette fois encore, comme pour les Américains, l'infanterie et les chars anglais ont du mal à passer. Les pertes britanniques augmentent également à mesure que la bataille continue. Mais les hommes d'Alexander, encore déterminés à progresser, avancent vers leurs objectifs. L'artillerie alliée poursuit le pilonnage ininterrompu des principales positions ennemies. Pourtant, la résistance allemande reste plus ferme que jamais. Il semble que les chars et les autocanons d'Alexander ne parviennent pas à se frayer un passage à travers l'artillerie et les écrans anti-chars allemands. Mais finalement, les pertes imposées par les canons d'Alexander aux chars et canons anti-chars allemands font pencher la balance de leur côté. Au sud de la colline 609 tenue par les Américains, les Anglais font maintenant face à la colline Longstop, théâtre de durs affrontements au cours des premiers mois de la campagne. Ce n'est qu'au bout de 12 jours d'âpres combats que les défenses de Von Arnim s'avouent vaincues. Lorsque les Alliés prennent enfin position sur le site, les cadavres de soldats allemands non enterrés gisent par centaines sur le champ de bataille. Mais la perte des collines 609 et Longstop ne fait qu'accroître la détermination des forces de l'Axe. Des contre-attaques d'une violence sans précédent permettent de récupérer une grande partie de ce qui a été cédé aux hommes d'Alexander. À la fin du mois d'avril, Alexander réalise que son offensive est en perte de vitesse. Les Américains sont encore loin de Bizerte et les Anglais, eux aussi, luttent pour progresser vers Tunis. Von Arnim ne s'est pas laissé décourager par l'écrasante supériorité numérique des forces alliées. Il croit qu'il est parvenu à déjouer leur plan. Mais Alexander est déterminé à faire tourner la chance de son côté. À la fin du mois d'avril 1943, les forces alliées d'Alexander, épuisées, luttent pour briser les défenses arrières de Von Arnim. Montgomery, qui a tenté de percer la ligne de l'Axe à Amphidaville, a été repoussé au terme d'une bataille sanglante. Loin d'être découragé, Montgomery est déterminé à tenter à nouveau sa chance. Il demande le soutien de la première armée.
Mais convaincu que c'est dans l'Est que réside la clé du succès, Alexander ordonne à Montgomery de transférer ses formations d'artillerie et de blindés les plus expérimentées au nord-ouest pour renforcer la première armée alliée. La nouvelle offensive a pour nom de code Strike. Le 2e corps américain doit attaquer une fois de plus au nord, tandis que les forces britanniques attaquent, elles, au centre. La 8e armée franco-britannique a pour mission de contenir tout mouvement des forces de von Arnim vers le sud et l'est. Les chars d'Alexander doivent former le fer de lance de chaque nouvelle attaque. Les Américains doivent franchir ce qui reste de montagne et avancer le long de la côte en direction de Bizerte. Les Britanniques se heurtent au même type de terrain dans leur progression dont l'objectif final reste Tunis. Von Arnim est maintenant parfaitement conscient du fait que la puissance de feu écrasante et les ressources blindées d'Alexander suffiraient à anéantir ses propres forces exsangues. Il éloigne en partie la menace en faisant déplacer ses propres canons anti-chars vers des positions arrière bien dissimulées. Le 5 mai, von Arnim reçoit son dernier ravitaillement en carburant et en munitions. Il doit désormais faire face à une situation désespérée. Au cours de la soirée, ces soldats se préparent pour ce qu'ils savent être leur ultime bataille. À 3 h du matin, le 6 mai 1943, l'opération Strike déclenche un tir de barrage paralysant. En 2 heures, 16 500 obus sont lancés sur un petit périmètre et un régiment allemand au complet est taillé en pièces. Tandis que le tir de barrage se poursuit, les hommes d'Alexander progressent, dissimulés par les ténèbres. Les unités Panzer de von Arnim, déjà réduites, essuient de nombreuses pertes sous les feux des canons anti-chars alliés. Les chars allemands sont abattus, l'un après l'autre. La menace des chars éliminés, les troupes alliées commencent à comprendre que la victoire est à portée de main, et elles pressent l'allure. Le restant des forces de von Arnim mènent des combats d'arrière-garde là où ils le peuvent, faisant feu depuis les contreforts qui les abritent pour tenter de ralentir la progression d'Alexander. Mais les unités blindées de ce dernier se replient vers des zones protégées, puis profitent de la coopération sol-air pour neutraliser l'ennemi. Les chars communiquent par radio le détail des positions ennemies à un groupe de liaison terrestre en escorte. Et ce dernier transmet les informations au Curtiss P-40 Kitty Hawk pour qu'il détruise ces ultimes bastions des défenses de von Arnim. La qualité du soutien aérien rapproché allié a finalement rattrapé celui des Allemands. L'élan de la progression alliée grandit. Au bout de 24 heures, von Arnim sait que la bataille est pratiquement terminée. Le 7 mai au matin, les derniers éléments de sa défense s'effondrent. Les Anglais pressent le pas vers Tunis, où ils sont accueillis par ses habitants enthousiastes. Au même moment, les Américains s'approchent avec précaution de Bizerte. Mais ils sont bientôt reçus dans la ville avec autant d'enthousiasme que leurs alliés anglais.
Les armées alliées d'Alexander ont finalement atteint leurs objectifs. La victoire alliée en Tunisie aura coûté cher. Les forces alliées ont perdu 80 000 hommes durant les 6 mois de la campagne. Pour von Arnim, la campagne se révèle être un désastre. 350 000 Allemands et Italiens du groupe d'armées d'Afrique se rendent le 13 mai. La défaite est d'autant plus grande qu'elle fait suite à celle de Stalingrad quelques mois auparavant, qui avait forcé les troupes de l'Axe à passer à la défensive. Parmi les prisonniers de guerre, le général von Arnim lui-même. Les forces multinationales d'Alexander fêtent leur victoire. L'Afrique du Nord est débarrassée des forces de l'Axe une fois pour toutes. Les Alliés peuvent maintenant se tourner vers le Nord pour la libération du continent européen. Les 3 années de guerre en Afrique du Nord se révèlent être le point culminant de la guerre sur le front de l'Ouest. Après la Tunisie, le général Alexander devient commandant en chef du 15e groupe d'armée en Italie. Nommé maréchal en novembre 1944, il devient ensuite commandant en chef des forces alliées du front méditerranéen. Et en mai 1945, c'est lui qui reçoit la reddition des forces allemandes en Italie. Alexander deviendra ensuite gouverneur général du Canada. De 1952 à 1954, il est ministre de la Défense en Angleterre et devient également colonel à titre honoraire de son régiment d'origine, les Irish Guards. En janvier 1952, il est fait comte Alexander de Tunisie, avant de profiter d'une retraite bien méritée avec sa famille, jusqu'à sa mort en 1969. La campagne de Tunisie marque le comble de l'infortune en Afrique du Nord pour les forces de l'Axe et leur commandant, le général Hans-Jürgen von Arnim. Pour lui, la guerre se termine en mai 1943 et il va rester en détention jusqu'en 1947. À l'opposé d'Alexander, von Arnim est destiné à s'effacer dans l'oubli le plus complet. Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest lui alloue une pension militaire en 1949, avec laquelle il vivra modestement jusqu'à sa mort en 1962. La campagne de Tunisie fut une épreuve de volonté pour les commandants des 2 camps et leurs soldats. En plus d'avoir à faire face à un terrain difficile, les 2 chefs durent contrôler et coordonner des forces multinationales. Pour le général Harold Alexander, ce fut finalement un triomphe. Mais pour le général Hans-Jürgen von Arnim, la Tunisie ne fut qu'un face-à-face héroïque, mais inégal.